Et évidemment, pour un beau barreau, il faut des tops, il faut des flops, et on commence. Par les tops, et le triple top, c'est évidemment Openda. Auteur d'un triplé en 4 minutes et 30 secondes top chrono face à Clermont. 3 buts du gauche en plus pour le droitier belge. 31e, 34e et 35e minute dans l'histoire de la Ligue 1. Au 21e siècle, il est tout simplement le plus rapide. C'est le deuxième triplé cette saison pour Openda, qui en avait déjà inscrit un contre Toulouse en 30 minutes. Il y a Erling Haaland qui fait mieux dans cette catégorie. Dans les triplés, il en a inscrit 4 déjà, le Norvégien. Et bref, après 2 mois sans marquer, c'est une nouvelle récompense pour son entraîneur, Franck Hez. On l'écoute au micro de Corentin Leroy. Évidemment qu'il y a des périodes quand on est attaquant et qu'on ne marque pas, c'est toujours embêtant, mais quand on travaille bien, qu'on se crée des occasions, qu'on fait des efforts pour le collectif, il y a un moment où ça va revenir, parce que les attaquants qui ont eu des périodes sans marquer de but, il y en a plein. Voilà, il y en a plein. Moi, ce qui m'a plu, que ce soit pour Loïs ou pour d'autres, c'est leur investissement pour l'équipe. Et une pensée pour Matt Moussilou, qui pensait que son record de 4 minutes 34 pour un triplé tiendrait à vie. Bon, voilà, ça s'est joué à 4 secondes. Émilie, chapeau, Un gros waouh parce que après. Waouh, un gros waouh. Non mais c'est vrai. Après cette période de disette, c'était assez compliqué. Moi, ce que j'aime dans le joueur, c'est qu'il est impliqué. Rappelez-vous, il avait déjà un record quand il était sur le banc, quand il est titulaire, il ne déçoit pas. Et je pense qu'il a besoin d'un collectif, de se sentir soutenu. Et on l'a vu sur les célébrations où il a célébré avec tout le banc, avec l'entraîneur, etc. Et moi, c'est un grand joueur dans lequel je crois. Donc bravo et on espère le voir comme ça souvent. Ouais. Et puis c'est fantastique parce que c'est vraiment les 3 buts. C'est déjà pareil, son bon pied. Il y en a 2 où il va vraiment le chercher, il se bat, il fait le pressing. Et moi, je me souviens encore de lui le 1er janvier où il avait été extraordinaire contre le Paris Saint-Germain. Il avait utilisé Marquinhos et Ramos et Donnarumma aussi. Super joueur et j'espère qu'il aura plus de temps de jeu avec la Belgique. Il avait très peu joué pendant la Coupe du Monde, mais son avenir est magnifique. Et c'est un joueur différent et pétillant. Voilà, pour ce triple top bien mérité, visiblement, et vous avez raison. Double top pour un joueur qui aurait pu être triple top, c'est Jonathan David. Oui, lui aussi, auteur d'un triplé contre Lyon. C'était vendredi soir, match nul 3 partout entre les deux équipes. Pour le Canadien, c'est une saison record qui se dessine. Regardez, David est désormais le meilleur buteur du championnat avec Kylian Mbappé, 19 buts. Il a mis 10 buts en 2023 en championnat, ce qui fait de lui le meilleur buteur en championnat sur l'année civile, dans les 5 grands championnats européens. Et puis, 53 buts. C'est le meilleur buteur du LOSC au XXIe siècle. On va l'écouter au micro de Giovanni Castaldi. Justement, il revient après ce record battu. Il a battu un certain Eden Hazard, que Ludo a bien connu. C'est une grande fierté pour moi, parce que c'était un record détenu par Hazard. Et j'ai beaucoup d'admiration pour lui. C'était un grand joueur du LOSC et même au niveau mondial. Alors le dépasser et marquer le club, pour moi, c'était très important et je suis très content. Personne ne doutait de son talent, mais il confirme, Ludovic, c'est peut-être le plus dur, ça, il le fait. Ouais, et pourtant, c'était difficile pour lui parce qu'il a raté un peu sa Coupe du Monde avec le Canada. Pas évident de se remettre comme ça dans le sens de la marche. Un garçon qui a énormément de caractère et beaucoup d'humilité. C'est ce que je trouve vraiment passionnant chez ce garçon-là, c'est qu'il se remet constamment en question. Il est au service du collectif. C'est au-delà d'être un grand buteur, il est aussi un très bon passeur et très utile à son équipe. Donc il aurait pu être, vous avez raison, triple top. Merci beaucoup. Parce que c'est un garçon formidable et je suis un peu déçu parce que je pense que le LOSC va le perdre à la fin de la saison. Mais il l'a annoncé de toute façon. Voilà. Oui, mais en tout cas, c'est une réussite flagrante. Ah oui, super. Bah oui, c'était vous, j'avais marqué en un mot. Non, mais si vous voulez rajouter 20 secondes, on n'a que notre invité. Et tout le monde est d'accord pour dire. On s'était pas prévu, vous avez raison. Jonathan David parti, mais je prends la parole, je la garde. Partir en fin de saison. Après, moi, ce que je trouve vraiment très fort, c'est que l'argent qui a été déboursé sur lui, bravo aux dirigeants lillois, parce qu'ils ont eu le flair d'aller chercher un joueur qui a marqué, qui a été champion de France dès sa première saison avec Burak Yilmaz. Plus que ça, je crois. Beaucoup plus que ça. C'est autour des 25 millions d'euros, je crois, quand ils l'ont acheté en Belgique. Et c'est un joueur qui, à mon avis, aura à peu près le même parcours qu'Osimhen quand il partira à l'étranger. Eh ben, disons, ça, c'est un sacré compliment, évidemment. Notre dernier top, c'est un retournement de situation quasiment fou, c'est Montpellier. Oui, et surtout depuis le retour de Michel Derzakarian, avec le coach montpelliérain, le MHSC ne perd plus 5 matchs sous Michel Derzakarian, c'est 4 victoires, un match nul. Ils ont gagné à Ajaccio ce week-end, et vous le voyez sur la période, c'est la meilleure équipe de Ligue 1, c'est 11 buts marqués sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, et surtout un seul but encaissé par l'équipe de Montpellier. Et pour parler de cette période faste, de nouveau, de Montpellier, on accueille notre invité du soir, c'est Jordan Ferry qui est avec nous ce soir en direct dans le DG. Bonsoir Jordan. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct dans l'équipe de Greg, plaisir de vous accueillir. Question traditionnelle, comment ça va ? Bah écoutez, après une victoire, ça se passe toujours mieux, la récupération se passe toujours mieux, les retours
il y a que de la bonne humeur dans l'avion. Donc voilà, c'est quand on arrive à avoir des victoires comme ça à l'extérieur, la récupération se fait toujours plus facilement. Alors, il y a un nouvel entraîneur que vous connaissez bien, parce que c'est Michel Derzakarian qui a fait son retour à Montpellier. Mais c'est quoi l'histoire, là, le coup de baguette magique? Comment il a réussi à vous retourner la tête et vous remettre sur de bons rails? Il a amené tout de suite, dès les premiers entraînements, disons que sa patte, avec beaucoup d'intensité. Il a surtout communiqué avec tout le monde. Il a essayé de faire prendre conscience à tout le monde de la qualité de l'effectif, même si on en avait aussi un peu conscience. Et surtout, il a redonné beaucoup de confiance au groupe, à tout le monde, ceux qui jouaient moins, ceux qui allaient être amenés à beaucoup jouer. Voilà, il essaye de fédérer tout un groupe, et surtout avec beaucoup d'intensité dans ses séances tout au long de la semaine, pour essayer de le reproduire le week-end. Mais il y a un moment, quand on est footballeur professionnel, est-ce qu'on est inquiet quand on était dans la situation avant son arrivée? Est-ce que vous, même si vous aviez peut-être confiance dans votre équipe, vous vous disiez là, ça va pas, on y va tout droit? On sentait qu'il nous manquait quelque chose, il nous manquait un brin de réussite, il nous manquait de faire plus les efforts aussi ensemble, d'être plus solide défensivement. Il y a des faits de jeu qui tournaient pas en notre faveur. On s'est dit, on commençait à se demander si c'était pas un signe, un mauvais signe qui allait se passer cette saison. Mais heureusement pour nous, sur ces 5 derniers matchs, on a fait en sorte de redresser la barre, de gagner contre des concurrents directs, c'est ce qui est super important pour nous. Et surtout de retrouver de la confiance et du plaisir collectif le week-end. Ouais, évidemment, on le rappelle, vous avez gagné 1-0 à Ajaccio, vous avez maintenant beaucoup de marge, même si évidemment rien n'est encore terminé sur les 4 descentes, parce que ce sont elles qui font peur à tout le monde. Karim Bellani, une question pour Jordan Ferry. Salut Jordan, vous avez vécu une année 2022 catastrophique, franchement, avec Olivier Dalloglio pendant 1 an. Sur l'année civile, ça a été très très complexe pour vous, et heureusement d'ailleurs que vous aviez pris des points un peu plus tôt lors de la précédente saison pour vous maintenir en fin de saison. On avait l'impression que c'était exactement la même chose, que vous aviez répété ce genre de prestations avec votre équipe sur le début de cette saison actuelle. Je me souviens du match contre Nice, où vous prenez 6 buts dans ce match-là. Comment expliquer finalement que en 2-3 matchs, vous arriviez à vous remettre à l'endroit? Est-ce que ça veut dire qu'il y avait un manque de rigueur peut-être dans votre équipe ces derniers mois, ces dernières semaines? Non, il y avait un manque. Je pense que c'était un tout. Il y a peut-être un manque de rigueur, surtout un manque de confiance. On a aussi fait une grosse réunion qu'entre joueurs la semaine de Brest, juste avant la nomination de Monsieur Derzakarian, où vraiment tous les joueurs, y compris les jeunes et les plus anciens, ont vraiment tous pris la parole pour essayer de prendre conscience collectivement qu'il fallait sauver le club et qu'on voulait pas cette descente lors de cette saison compliquée avec 4 descentes, vous l'avez dit. Donc il y a déjà eu premièrement une prise de conscience collective entre joueurs, et ensuite le lendemain est arrivée la nomination de Monsieur Derzakarian, et ensuite s'ensuit une atmosphère beaucoup plus positive. C'est toujours beaucoup plus positif avec un nouveau coach quand les victoires s'enchaînent. Donc tout de suite tout le monde a adhéré au discours du coach, et ce qui fait qu'on traverse une période nettement plus positive actuellement. Merci Jordan pour cette réponse à cette question incroyablement longue de Karim Bellani. Et ça, c'est travailler sur une chaîne sans publicité, évidemment. Ça vous donne pas tous les atouts. Jordan tout le temps. le sait, il fallait recontextualiser. C'est normal. Non, mais forcément, le gars à 3h, il s'en fout. Il est là, il met sa plateforme, il est là, il commence à 14h, il finit à 18h, il s'en fout. Il a tout le temps du monde, mon Karimou. Un mot quand même sur vos objectifs personnels. Jordan, est-ce que vous retrouvez du plaisir à jouer? Est-ce qu'il y a moins de peur, par exemple, quand on rentre sur un terrain? Déjà, la peur, on essaye de l'occulter, même si la situation est compliquée. Mais c'est sûr, comme je l'ai dit précédemment, que travailler dans une atmosphère positive avec les victoires à la clé, on travaille plus sereinement, même si rien n'est joué pour nous. Mathématiquement, on n'est pas encore maintenu, mais on va essayer d'aller le chercher le plus rapidement possible, ce maintien, et au vu de la qualité de l'effectif, aller chercher la meilleure place possible pour le club. Une dernière question, en vous remerciant d'avoir été avec nous et d'avoir été aussi franc. L'année prochaine, vos objectifs à vous, c'est d'être toujours sous les couleurs de Montpellier. Est-ce que vous êtes là-bas depuis un petit moment? Est-ce que vous êtes heureux à Montpellier? Je suis pleinement heureux à Montpellier. J'ai la confiance du club, du staff. Donc
j'ai prolongé l'année dernière. On me fait beaucoup confiance ici. C'est ce que je suis venu chercher à Montpellier, m'inscrire dans la durée et continuer à prendre du plaisir et à défendre les couleurs du MHSC. Et après, dans le football, on sait très bien que tout peut arriver, mais actuellement, je suis pleinement et de tout cœur avec le MHSC. En tout cas, merci d'être venu ce soir. On est très heureux pour vous. Évidemment, très beau redressement de la part de votre équipe. Félicitations. 293 matchs, hein, Jordan, bientôt les 300. On fêtera ça, évidemment, on espère pour eux qu'une victoire. Bonne soirée, Jordan. Merci d'avoir été avec nous. Et évidemment, pour un beau baron, en plus d'un bel invité, il faut évidemment un bonus du baron, le BDB. Et il est irrésistible, décidément. C'est encore lui, Folarin Balogun. C'était pas vous, Karim. Folarin Balogun, en plus, c'était votre bien à avoir marqué contre les 5 premiers du championnat, Paris, Marseille, Lens, Monaco ou encore Rennes. Il est arrivé cet été en prêt d'Arsenal, c'est l'une des révélations cette saison. Il a défendu le niveau de la Ligue 1 dans un entretien accordé au magazine 11 Mondial. La Ligue 1 est vraiment très difficile, je suis très choquée lorsque l'on dit que cette ligue est facile. Je ne comprends pas pourquoi cette ligue n'est pas respectée à sa juste valeur parfois, comme sur Internet. Il y a beaucoup de très bonnes équipes, très agressives, sans parler du fait que les meilleurs joueurs du monde évoluent actuellement dans cette ligue et malgré ça, ils ne gagnent pas leur match. Le constat donc d'un des meilleurs buteurs du championnat qui a permis à Reims d'enchaîner une 19e rencontre sans défaite. Ça commence à faire... c'est complètement fou pour Reims. Et les Rémois qui se rapprochent d'une place européenne, ils ne sont plus qu'à 4 points de la 5e place. Le joueur de 21 ans qui est loin d'y être étranger, il est pisté par beaucoup de clubs en Europe. Vous avez raison, le plus gros club d'Europe s'intéresse. Alors cela dit, il n'allait pas dire c'est une ligue d'autocar et je suis un des meilleurs buteurs, c'est pour ça. Mais c'était bien. Effectivement, et on aime qui nous défendent. La Ligue 1. On aime qui nous défendent. Non, Johan, on y va tout de suite avec les flops. Et là, ça sent la loose avec une défaite difficile pour Ajaccio. Hein. Oui, encore battu par Montpellier, 1-0 à domicile. Les Corses sont englués à la 18e place et c'est notamment le secteur offensif qui inquiète. Regardez, Ajaccio qui est resté muet pour la 8e fois en Ligue 1 en 2023. C'est le record dans le top 5 européen. Ajaccio n'a touché que 2 ballons dans la surface adverse, Stéphane contre Montpellier. Plus faible total en Ligue 1 depuis 2019. Et puis comme Angers, Ajaccio a passé 23 des 27 journées de Ligue 1 dans la zone de relégation. Alors ils étaient préparés, cela dit Ludovic. On a l'impression que par moment ils loupent un peu le coche pour se donner un peu d'air. Ouais, ils sont préparés puisque Olivier Pantaloni l'a dit dans une interview. Si descente il devait y avoir, le club est structuré pour ça. Il savait que la saison allait être compliquée. Néanmoins, lorsqu'on est la CA, il y a quand même une culture, une tradition, c'est qu'à domicile, il faut que ça soit dur, quoi. Et quand tu vas en Corse, généralement, c'est là où, sur une saison comme ça en Ligue 1, c'est là où tu dois prendre les points parce que il y a toute une atmosphère, il y a aussi, tu peux un peu jouer sur l'aspect psychologique. Et là, ça joue pas du tout, quoi. C'est-à-dire qu'en termes de caractère, il en manque cruellement. Et ça devrait être une citadelle imprenable et c'est là où ils ont le plus de mal. Donc peut-être qu'ils se sont trompés un peu sur les prospects durant le mercato estival, avec des garçons peut-être qui devaient apporter une plus-value, mais qui manquent un peu de caractère. C'est à eux de prendre le lead et c'est à eux d'essayer de faire sortir Ajaccio de la zone rouge. Merci Ludo. Angers, double flop, et Angers abonné de ce baromètre. Oui, les semaines se suivent, elles se ressemblent pour le SCO, battu 2-0 à domicile par Toulouse. Regardez, Angers qui ne compte que 10 points après 27 matchs de Ligue 1, le plus faible total de l'histoire à ce stade de la compétition. Et ce triste record pourrait bien se confirmer dans les prochaines semaines. Quand on regarde le calendrier d'Angers d'ici la fin de saison, ça donne quoi? Prochain match à Lens, réception de Lille, réception du Paris Saint-Germain, déplacement à Rennes, réception de Monaco et déplacement à Marseille. Et il y aura aussi Reims et Nice pour terminer cette saison. On peut se demander si c'est pas la pire saison d'un club pour le moment dans l'histoire de la Ligue 1, sur le terrain et en dehors du terrain. Alors statistiquement oui, puisque oui, sur le terrain c'est fait et en dehors c'est pas loin. Il y a eu Dijon il y a quelques saisons qui avait enchaîné une série de défaites monumentales avant de se rattraper sur la fin de championnat. Ouais, tout va mal à Angers, sportivement déjà, on l'a dit. Et puis hier, il y a eu des manifestations devant le stade Raymond Kopa. Ah oui, ils sont malheureux les supporters de ce qui leur arrive. Et puis l'image est atteinte. D'ailleurs, le président Chaban a dû s'exprimer en avant-match. Il est venu pour parler, pour expliquer que il était dans l'obligation finalement de se séparer de son entraîneur Abdel Bouazama, même si ça a été maquillé entre guillemets par une démission. Non, ça va mal, c'est catastrophique. On sent très peu d'amour propre, surtout de la part des joueurs. C'est ça qui est le plus inquiétant. C'est une descente aux enfers depuis des années. Rappelez-nous comment ce club, il y a quelques années, quand même, faisait des magnifiques résultats. Et là, je trouve que c'est l'exemple parfait, tu vois, le foot pour les nuls, parce que c'est de l'incompétence, c'est des incompétents à tous les postes de dirigeants. C'est calamiteux ce que fait ce
club. Et c'est dingue, hein, tous les niveaux, communication, les Il dirigeants. y avait des anciens, des cadres qui sont partis, qui n'ont pas été prolongés. D'ailleurs, ça a été pointé du doigt hier par le président Chaban, qui l'a dit que ses directeurs sportifs en dessous n'avaient pas prolongé ces fameux cadres qui auraient peut-être permis au club de rester en Ligue. Ouais, c'est très très compliqué pour Angers et qui évidemment file tout droit vers la Ligue 2. Et puis Monaco, triple flop de ce baromètre, Julien, ça va aller? Très bien, très bien.